Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as vu cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'intégration, d'immigration et puis d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui non seulement vous intéressent, mais qui vous permettront d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui sur cette chaîne, nous accueillons Adélia. Peut-être vous la connaissez sans doute, c'est pas la première fois qu'elle passe sur cette chaîne. Elle est passée il y a quelques années dans le cadre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle nous revient parce que Adélia a quitté le Canada. Elle a fait plusieurs années au Cameroun et puis après, elle a décidé de revenir. Mais avant tout, on va d'abord lui laisser le soin de se présenter. Après, par la suite, nous allons lui poser la question pourquoi elle a décidé de quitter le Canada et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle nous revienne encore. Bonjour Adélia. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? En pleine forme. Ravie d'être là. Toujours ravissante, hein? Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que tu n'es jamais partie. Merci beaucoup. En fait, c'est ce que j'allais même dire, c'est que on va reparler du mot quitter en question. Alors, Adélia, est-ce que tu peux te présenter auprès de cette audience de plus en plus nombreuse, hein, parce que la dernière fois, on était à 20 000 abonnés, Oui. Maintenant, on est passé quasiment à 45 000. C'était en 2020, avec plaisir. Ouais. Alors, je m'appelle Adélia, je suis coach et formatrice en leadership. Il y a quelques années, comme Stéphane disait, j'intervenais, je participais du moins à l'émission en tant que cofondatrice d'une marque de vêtements, Twinny. Et donc, comme tu l'introduisais, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses parce que après cet entretien que nous avons eu, quelques mois après, j'ai effectivement quitté temporairement le Canada pour me rendre au Cameroun. Alors, Adélia, qu'est-ce qui te fait donc partir du Canada? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est parce que tu satures? Parce que j'entends très souvent dans la communauté, beaucoup de gens sont comme dans l'incapacité de vivre cette routine au Canada parce que pour eux, il y a un stress permanent. Est-ce que c'est dû à ça que tu es parti? Non, je pense que c'est vraiment un choix très personnel en général. Et dans mon cas, la raison pour laquelle je suis partie, ça a été provoqué, c'est vrai, par la pandémie. Je suis quittée du Cameroun déjà à l'âge de 12 ans. Donc, je ne vis plus avec mes parents en réalité depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait quelques années en France avant d'arriver au Canada. Et la pandémie a été pour moi un déclic qui a réorganisé mes priorités de vie. Alors, moi, je suis venue au Canada pour mes études, pour travailler, pour gagner de l'expérience. Mais au fond de moi, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai la conviction que je vais retourner au Cameroun et que je vais contribuer en fait au développement du Cameroun. Donc, c'est quelque chose que j'avais toujours à l'esprit, mais j'estimais pas forcément que c'était le bon moment. J'avoue que s'il n'y avait pas eu de pandémie, je serais peut-être pas rentrée en 2020. Mais la pandémie a fait que, voilà, mes parents sont d'un certain âge, donc à ce moment-là, considérés comme plus vulnérables. Et je me suis dit non, j'ai pas assez profité d'eux. J'ai osé, je dois le dire, j'ai osé quitter mon emploi à ce moment-là, qui était relativement confortable. C'est vrai que je sentais quand même professionnellement que j'avais besoin d'aller plus loin, mais j'avais pas besoin de quitter le Canada pour ça. Okay. Tu vois, donc ça a juste coïncidé à cette saison professionnelle-là, mais c'est juste que vraiment ma priorité a été de retourner auprès de mes parents, auprès de ma famille qui est toujours au Cameroun. Et donc, comme cela, tu retournes au Cameroun. Et c'est pour passer combien de temps? Alors, j'avoue que quand j'y retourne, je sais que je vais revenir au Canada. Je sais que je vais revenir au Canada et au final, j'y passe 3 ans et demi, donc de juillet 2020 à peu près décembre, janvier 2024. Justement, tu anticipes tout en fait. Quand tu venais au Canada, tu savais que tu allais rentrer. Et une fois quand tu vas au Cameroun, tu savais que tu allais revenir au Canada. Oui, je ne sais pas si j'anticipe, c'est ce que j'appelle la vision. Alors, c'est peut-être un peu la coach qui va parler maintenant. Mais la vision, en gros, c'est le futur idéal qu'on a dans sa vie. C'est quelque chose, si on y prête attention, si on prend soin de l'écouter, que nous avons tous. C'est pas une particularité juste pour moi. On a tous en fait quelque chose une espèce de conviction qui brûle en nous. Et plus on lui donne de place, plus on l'écoute et plus elle nous parle. Donc, à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qui faisait que je disais ça? Oui, j'ai vécu une circonstance qui m'a marquée. J'ai perdu une tante dans un incendie et j'ai été choquée du fait qu'à l'époque, j'avais, je pense, 8 ou 9 ans, du fait qu'on n'avait pas d'infrastructure pour prendre soin de quelqu'un qui était brûlé au 3e degré au Cameroun. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de devenir médecin. Parce que dans mon cerveau d'enfant, je pensais que c'est parce qu'il n'y a pas assez de médecins, donc je veux devenir médecin pour pouvoir aider les gens. Mais je me suis rendu compte... Comme tous les enfants, d'ailleurs, on a tous ces rêves-là. On ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce vers quoi on se projette. Mais je ne regrette pas parce que c'est cette envie-là qui m'a proposé le parcours que j'ai aujourd'hui, qui m'a poussé à aller jusqu'au Canada. Sinon,
sinon je suis pas sûre que je serais revenue au Canada, enfin je serais arrivée au Canada. Je serais peut-être restée en France pour mes études. Donc c'est vraiment cette conviction. Et en fait, au fur et à mesure que je prends soin d'écouter, je vais appeler ça cette voix. Les chrétiens appellent ça le Saint-Esprit, d'autres appellent ça l'intuition, d'autres appellent ça le higher self. Peu importe, c'est comme une voix qui vient d'en haut. Ouais, qui te parle, mais il faudrait déjà être disposé à l'écouter parce que tout le monde n'est pas disposé. C'est vrai, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est quand on écoute généralement cette voix-là, c'est qu'on a la preuve au fur et à mesure en fait que elle nous emmène dans la bonne direction. Donc au fur et à mesure que je l'écoutais et que je me rendais compte que je me sens exactement là où je suis censée être, plus je lui faisais confiance. Donc cette conviction que j'ai depuis que je suis petite, elle m'a guidée de bien des façons et c'est ce qui fait que je ne sais pas exactement comment je vais faire pour arriver vers la vision, mais je suis clairement drivée par ce que je vois devant, qu'on peut appeler l'anticipation dans une certaine mesure. Donc comme ça, tu décides comme ça de quitter pour, justement, tu l'as dit, pour des besoins personnels. Tu vas au Cameroun, tu vas y passer 3 ans. Et entre-temps, est-ce que c'est pas difficile? Tu n'as pas rencontré un choc culturel en entrant? Parce que pour être resté longtemps au Canada, quand on rentre, c'est encore une autre façon de se réadapter, en fait. Oui, alors le vrai choc, effectivement, n'a pas été quand j'ai quitté la France pour le Canada, parce que bon, voilà. C'est presque pareil, France, Canada. C'est similaire, c'est très similaire, mais c'est vraiment le retour au pays. Heureusement. C'était quoi tes chocs? On veut savoir. Alors, les chocs principaux que j'ai eus, c'est principalement au niveau des mentalités. Parce que en termes, par exemple, de paysage, bon, j'ai quand même vécu mon enfance là-bas, je retourne quand même régulièrement depuis de nombreuses années, au moins une fois par an au Cameroun, pour le temps des fêtes en famille, par exemple. Donc ça, je connaissais déjà. Mais retourner en vacances, c'est une chose. Retourner pour s'installer, travailler, c'est vraiment autre chose. Je vais encore revenir par rapport à la voix et à la vision. Elle n'est pas forcément conventionnelle pour le Cameroun. Ce que je vois, la vision que j'ai, elle n'est pas forcément conventionnelle. Elle est dans une certaine mesure un peu à contre-courant. Donc les premiers chocs que j'ai pu avoir, ça n'a pas forcément été même dans ma vie personnelle. C'est peut-être des partages que j'ai eu avec des rencontres que j'ai faites. Une forme de pression sociale. L'intensité Mais quand tu parles de pression sociale, c'est quoi concrètement? C'est le jugement. Alors, parce que je venais du Canada, qui est un pays qui est quand même très ouvert d'esprit, qui est quand même très tolérant. Moi, j'ai jamais expérimenté personnellement, en tout cas, à ce que je sache, de racisme. J'ai jamais expérimenté ça au Canada. Je l'ai déjà vécu consciemment en France, par exemple, mais ici, peut-être que j'ai pas fait attention, je sais pas. Mais ça m'a pas, en tout cas, marqué plus que ça. Par contre, les gens sont quand même assez ouverts. Tu parles de la coiffure que tu portes. Je ne sais pas si tu as déjà eu des remarques négatives de la part Non, on ne peut pas venir des Canadiens ou des Québécois. Voilà. Par contre, au Cameroun, c'est fort probable que tu vives ça. Donc, ça a été un peu difficile. Parce que moi, j'avoue que j'essaie d'être vraiment intentionnelle. Je fais l'effort de ne pas trop juger. Bon, après, on est des humains, bien sûr qu'on a un jugement, tu vois. Bien sûr, mais je fais l'effort vraiment de prendre les gens... Mais concrètement, au Cameroun, quels ont été les jugements auxquels tu as fait face, en fait? Par exemple, on t'a traité de quoi? Comment est-ce que tu t'es senti? Dans mon choix de carrière, par exemple, coach et formateur en leadership, je suis relativement jeune. Je suis une jeune femme. Je n'ai pas encore de mari. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc, j'ai le sentiment, c'est ma perception que en termes de crédibilité, ça prenait beaucoup plus d'efforts pour se faire écouter ou accepter le partage d'informations que je pouvais avoir ici au Canada. En fait, les gens regardaient beaucoup ton statut social, du fait que quand tu venais peut-être en affaires B2B, c'était genre, êtes-vous mariés? On ne te le demande pas nécessairement. Avez-vous des enfants? En fait, tu le ressentais. Mais dans une certaine mesure, je pouvais le ressentir. Ça a permis, par exemple, comme formatrice en leadership, j'ai vraiment le plaisir de travailler avec différentes personnes. En fait, j'ai trouvé beaucoup de solutions. On en parlera peut-être plus tard. Mais pour partager une anecdote, quand on fait du team building, on peut partir 2-3 jours avec des équipes de 50, 20, 100 personnes, ça dépend. Et on passe des journées et des nuits à l'hôtel, sur différents sites. Et par exemple, les avances que j'ai pu avoir dans mon cadre professionnel, je suis pas sûre que je les aurais eues ici. Ce n'est pas la même culture. Ben oui. Ce n'est pas la même culture. Si tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, on voit... Mais si c'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, là, si c'est quelqu'un qui est à peu près de ma génération, de même à peu près, ça se comprend. Mais on voit des papas de 60 ans te courtiser pourtant. C'est ça, ou des personnes qui sont mariées. Je ne dis pas que ça n'existe pas ici, ça existe dans tous les pays du monde. Mais c'est plus flagrant là-bas. C'est plus fréquent. Donc pour moi qui avais passé quand même une dizaine d'années ici, ça fait partie des choses qui m'ont... qui t'ont heurté parce que tu n'étais plus habitué à ce... Heurté peut-être pas, mais qui m'ont surpris. Je ne le prends pas personnellement, mais qui m'ont surpris et auxquels j'ai juste dû faire preuve plus d'ouverture, de compréhension, je ne sais pas.
Mais en tout cas, d'adaptation. Mais tu t'es pas senti agressé parce que après 10 ans ici au Canada, Oui. où on est habitué justement à être dans sa bulle, personne ne vient vers toi, etc. Et que là-bas, du jour au lendemain, toute la population est derrière toi en te disant, t'es belle, on veut être avec toi, on veut sortir Oh avec non, toi. franchement, j'ai pas vécu ça. Hein. C'est pas comme si toute la population me disait. Non, parce que encore, je dois dire que la personne que j'étais quand je suis arrivée au Cameroun en 2020 et la version que je suis aujourd'hui, c'est deux versions différentes. Beaucoup évolué. J'ai évolué. Ok. C'est ça, j'ai évolué. J'aime dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand on fait l'effort de comprendre, pas d'accepter le comportement de certaines personnes, il y a un certain détachement qui fait que ça ne me heurte pas. Ok. C'est sûr que j'ai appris à mettre des limites claires. Ok. Par exemple, je vais poser des limites beaucoup plus clairement, beaucoup plus diligemment que j'aurais eu à le faire ici, dans certains contextes, notamment professionnels. Mais je ne me suis pas forcément sentie heurtée. Je me suis dit, je suis pas... Encore une fois, quand on retourne au pays, je pense que c'est important de faire l'effort de se mettre au niveau du contexte dans lequel on est. Dans le contexte dans lequel on est, de comprendre, de faire l'effort de comprendre. Encore une fois, pas forcément d'accepter, parce qu'il y a des comportements que jusqu'aujourd'hui, personnellement, je trouve inacceptables. Mais c'est à moi de mettre mes limites et puis j'ai appris à le faire. Mais j'ai envie de te poser une question. C'est bien ce que tu dis. Tu t'es élevé, tu as compris le contexte, tu t'es adapté au Je suis contexte. encore en train d'essayer de comprendre parce que comme on dit au Cameroun, Alors, quand tu me dis que tu t'es adapté au contexte, quand tu rentres au Cameroun, tu avais un collègue. Vous allez sortir. Vous allez peut-être manger dans un restaurant. Il va emballer son repas. Et peut-être arriver à l'entrée du boulot, il va le jeter à terre. Tu vas l'interpeller ou bien tu vas t'adapter au contexte. Oui, tu vas faire comme lui. Je vais... Alors, c'est une très belle... Quand tu dis que tu t'adaptes, là, il faut qu'on comprenne. C'est vrai. C'est un très, très bon point. C'est subtil. C'est un apprentissage. Pour moi, en tout cas, ça a été un apprentissage quotidien. Mais il y a des choses qui n'ont pas arrêté de m'offusquer. Comme ça peut l'être n'importe où. Ce n'est pas une particularité du Cameroun. Je pense que dans n'importe quel endroit où je vais, j'aime bien voyager. S'il y a des choses qui me choquent, moi, je vais pas forcément commencer à protester ou à voilà, faire du bruit. Mais je peux être intérieurement offusquée. C'est important pour moi. Je me considère comme un acteur du changement. Partout où je suis. C'est ma mission de vie. C'est pour ça, entre autres, que j'exerce le métier de coach et de formateur. Donc, c'est important de ne pas arrêter pour moi de m'offusquer des choses que j'estime ne pas nécessairement être bonnes pour notre société. Tout à fait. Je peux comprendre que tu as fait un travail sur toi. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, en tant que coach, tu as dû travailler beaucoup de choses. Tu t'es élevé dans la pensée. Tu as appris à prendre du recul face à certaines choses pour ne pas rentrer dans le jugement. Maintenant, j'aimerais te poser la question parce que beaucoup d'auditeurs nous écoutent. Ils vont se dire que peut-être tu racontes des bobards. Peut-être tu nous racontes des choses juste pour sauver la face. Le fait que tu sois revenu au Canada, c'est peut-être parce que tu n'en pouvais plus. Tu n'as pas pu gérer cette adaptation. Tu te dis, je rentre au Canada, j'en peux plus. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est partiellement vrai. Je n'ai pas terminé ma réponse. Non, c'est vrai. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Dans ma vision, je ne suis pas en train de faire le choix entre le Cameroun et le Canada. En fait, c'est un peu comme mon processus identitaire. Tu sais, quand tu pars jeune du Cameroun, adolescence en France, arrivé au Canada, tu passes 10 ans. À un moment donné, moi, j'en suis arrivée à me poser la question, qui je suis, n'est-ce pas? La fameuse question. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas à choisir. Je suis un peu du Cameroun, je suis un peu de la France et je suis un peu du Canada. Donc, c'est resté comme ça. J'estime que je n'ai pas à choisir. Je me vois vraiment être dans les deux pays, en fait. Être entre les deux pays. C'est vrai que, n'ayant pas totalement grandi au Cameroun, dans une certaine mesure, ça a été difficile. Parce que je suis pas, c'est un moine tibétain, toujours au-dessus des circonstances. Non, je suis une personne avec bien des émotions et bien des réactions, quelquefois, bien que je travaille sur moi. Donc, moi, personnellement, les 2 premières années de retour que j'ai fait au pays, j'ai fait 2 ans sans sortir du Cameroun. Je me promenais, entre guillemets, dans différentes villes, que ce soit dans le sud, à l'est, à l'ouest et au centre, au littoral, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je referais nécessairement si j'avais le choix. Je pense que pour moi, quand on a passé beaucoup de temps à l'étranger en Occident, c'est bon d'avoir la possibilité de sortir régulièrement et de voir autre chose et de se rafraîchir et de profiter d'autres cultures, d'autres environnements et éventuellement de revenir si l'appel y est. Donc c'est vrai que non, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés même dans le cadre de ma famille. Je partagerai pas forcément d'éléments mais parce spécifiques. Que tu viens du Canada, tout le monde sait que tu viens du Canada, oui. Du coup, ils ont envie de venir vers toi parce que tu as l'argent. Tu viens du entre Canada, autres, ça c'est encore autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations. Bien quand sûr. On est banguiste, entre guillemets, quand on a l'étiquette de banguiste issu de la diaspora, particulièrement, il y a il n'y a pas une journée qui passe sans sollicitation. Donc c'est sûr que quand on est entrepreneur et que par moment, honnêtement, ça peut être précaire par moment. Surtout dans les débuts, c'est comme, ok, mais demandez-vous aussi comment je vais, non? Tout à fait. Mais bon, voilà, ça vient en package. À côté de ça, il y a d'autres choses qui font que on tient. Et je compte bien y retourner. Ah, ok, c'était ça ma prochaine question. Malgré tout ça, tu comptes retourner encore au Cameroun?
Comme je disais, je ne choisis pas. Ok. Je n'ai pas à choisir. J'ai la grâce, en fait. J'ai la grâce, vraiment, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai la grâce de pouvoir embrasser les deux pays. Alors pourquoi pas? Alors, je vais poser une question à Delia et qu'elle nous le dise parce qu'elle a fait un tour au Cameroun, elle a passé 3 ans de sa vie et puis elle est revenue au Canada. Si il fallait donner un conseil à quelqu'un qui vit au Canada depuis plusieurs années, est-ce que tu lui dirais de rentrer au pays? Et si oui, quelle serait son attitude pour pouvoir mieux s'adapter? Parce que toi, aujourd'hui, en tant que coach, tu as dû travailler sur toi, tu as dû prendre sur toi, Oui. tu as dû prendre beaucoup de frustration. Et surtout, tu as travaillé cette élévation pour mieux comprendre et ne pas juger cet environnement dans lequel, par le passé, tu es né, tu as grandi et tu as évolué. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui compte un jour rentrer, mais qui fera face à ces difficultés-là? Déjà, comme je disais, c'est un effort de ne pas être dans le jugement, mais d'essayer de comprendre le système, d'essayer de comprendre la société. Mais c'est une bonne chose de ne pas arrêter de s'offusquer pour ce qu'on trouve ne pas être normal. C'est comme je pense, dans une relation. Si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes et qui vous voyez qu'il y a des choses qu'elle pourrait faire différemment pour son bien, vous allez le lui dire. C'est bienveillant, en fait, de vouloir dire que, bah voilà, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres possibilités, on peut faire mieux. Maintenant, le conseil, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt une question que je poserai à ceux qui se demandent, ok, est-ce que je vais vraiment faire le pas et retourner au pays ou est-ce que je vais rester dans mon pays d'accueil? C'est une question qui est très personnelle. C'est de prendre le temps de vraiment faire une introspection et de se poser la question de savoir, ok, pourquoi est-ce que je retourne au pays? Comme je disais, on a chacun d'entre nous une vision pour nos vies et ce n'est pas toujours facile, je l'ai admis. Donc, quand on sait pourquoi on est là, c'est sûr que c'est plus facile de passer au travers des moments qui vont être un peu plus challengeants. Ensuite de ça, c'est quelles sont les ressources que j'ai à disposition pour rentrer au pays. Quand je parle de ressources, je parle évidemment de ressources financières. C'est vraiment important. Hein? C'est vraiment important, c'est ça. Quand on rentre seul, comme moi je suis rentrée aux jeunes de ma famille, c'est pas les mêmes enjeux que quand on rentre étant en couple ou encore quand on rentre étant déjà au sein d'une famille avec des enfants, etc. C'est pas les mêmes coûts. Moi, je me disais très honnêtement que au pire, la vie c'est le risque. Hein. Moi, je joue pour gagner, mais je suis quand même réaliste en me disant que je peux aussi ne pas vivre ce que je veux vivre, ce que j'espère. Et donc, je me disais, au pire, mes parents sont là, puis je ne manquerai pas au dormir, je ne manquerai pas au manger. Ben, c'est ça, c'est un risque. Je sais, je vais me coucher et manger chez eux pendant quelques temps, le temps de me remettre, mais au moins j'avais cette ressource-là. Bien sûr, parce que quand tu parles de risque, c'est quand même un risque mesuré, oui. Dans lequel, si jamais il y avait échec, là, bien sûr. Tu avais un plan B, tu avais un backup, mais quelqu'un qui a des enfants, disons 4 enfants ou 3 enfants, ça qui n'a pas de plan B, ça se planifie bien différemment, oui. Ça va être faut être vraiment assez difficile, solide. Je pense aussi, il faut savoir sur quoi on compte. Et peut-être que dans le cas de certaines personnes, c'est pas forcément les parents, ça va être le réseau d'amis, peut-être qu'ils ont développé, avec qui ils ont des liens forts, ça va être d'autres membres de la famille, ça va être avoir des ressources disponibles sur lesquelles on peut compter. Au-delà des ressources financières, je disais donc, c'est vraiment les relations. Comme au Québec, on parle de réseautage, là, c'est valide pareil au pays. Le réseau, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, vous allez revenir dans votre pays d'accueil sans le sou. C'est des vraies conséquences. Donc, évidemment qu'il faut prendre un risque mesuré. Donc, pour récapituler, les questions que je pense qu'il faudrait se poser, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on rentre et sur quoi est-ce qu'on compte en termes de ressources, qu'elles soient financières, relationnelles et même spirituelles. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, je dirais que pour moi, en tout cas, la chose qui m'accompagne à chaque étape, c'est vraiment ma spiritualité, c'est vraiment ma relation avec Dieu, c'est vraiment... Il y a des choses que j'appelle que la grâce. C'est-à-dire que je peux faire tout le calcul que je veux faire. L'opportunité, par exemple, professionnelle qui me ramène, qui coïncide avec mon retour au Canada, pour moi, c'est la grâce de Dieu. Donc, voilà. Delia, merci une fois de plus. Ce fut un bel entretien, merci. Un bel échange. Merci à toi, Stéphane. Et merci encore une fois de plus de nous avoir apporté des éclaircies concernant le retour au pays. Et puis après, qu'est-ce qui t'a ramené ici? Peut-être ça va aider beaucoup de personnes qui écoutent et qui sont toujours en train de tergiverser quant à l'idée de rentrer un jour, si avec les enfants ou pas. Donc, je pense que ça va beaucoup apporter des éléments de réponse à ces personnes. Je voudrais apporter un dernier petit complément. Au-delà de pourquoi est-ce qu'on rentre, de quelles sont les ressources qu'on a à disposition, de façon concrète, je pense que c'est bon de prendre le temps de planifier, en fait. Et de vraiment écrire ça, de vraiment écrire et d'ancrer ça sur papier avant de retourner au pays. Voilà. C'est ça. Merci encore, Adélia. Aujourd'hui, en passant, Adélia, c'est un coach, une coach. Je ne sais pas si ça s'accorde au féminin, mais je pense qu'en prenant le temps, en allant la suivre, vous gagnerez à en apprendre davantage parce que c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé. Adélia, que j'ai connue en 2020, n'est plus la même. C'est quelqu'un qui a atteint une autre dimension au niveau de la pensée, au niveau des échanges et que j'admire beaucoup. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette interview. N'oubliez pas, comme toujours, abonnez-vous et partagez massivement. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.